Bonjour à toutes et à tous. Le conseil municipal va commencer. On commence donc par la liste des présents. Sonia Benhammer, présente. Monsieur Nguyen. Madame Kada. Monsieur Basbagil. Madame Lourtil Martinelli. Monsieur Yapo. Madame Boisseau. Monsieur Moumni. Madame Ildirim Bakia. Monsieur Merabli. Madame Ourbia qui a donné son pouvoir à Madame Boisseau. Monsieur Thébault. Madame Amar qui a donné son pouvoir à Madame Ouaret. Monsieur Foulet. Madame Fourti. Madame Lechopier. Monsieur Chartier, qui va pas tarder. Madame Diaz. Monsieur Combrisson. Madame Camary. Madame Ouaret. Monsieur Lefranc, qui a donné et qui va pas tarder également. Madame Horus, qui a donné son pouvoir à Madame Lourtil Martinelli. Monsieur Baril, qui est représenté par Madame Kada. Monsieur Zaïd Latif. Monsieur Macham. Madame Abrunoza. Monsieur Déa Rojo, qui va pas tarder. Monsieur Miranda. Madame Kissa. Ah oui, qui ne peut pas. Monsieur Melun. Il va arriver. Monsieur Mercieka. Monsieur Rafali. Madame Kelkoula, qui a donné son pouvoir à Madame Lefebvre. Madame Médanier. Madame Basseg. Monsieur Garcia. Madame Lefebvre. Madame Tisserand. Je suis donc très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle séance du conseil municipal. Elle se tient, vous le savez, dans un contexte un peu particulier. On a dû reporter celle de jeudi, pour samedi en raison notamment des fortes chaleurs, et puis celle de samedi que nous avons reportée à la demande de certains élus. Nous voyons donc réunis aujourd'hui avec 3 points à notre ordre du jour. D'abord, la reconnaissance de l'urgence relative à la convocation dans les délais contraints du conseil municipal d'aujourd'hui. Le vote du CFU, on en parlera largement et c'est le tableau que vous avez sous les yeux, et l'actualisation de la TLPE. Sans plus attendre, je vous propose de commencer par le point 1 de notre ordre du jour, à savoir l'examen du caractère d'urgence ayant motivé la convocation du conseil municipal et les décisions sur la poursuite des délibérations. Je vous ai exposé en préambule les raisons pour lesquelles le conseil municipal a dû être déplacé de nombreuses fois. Comme vous le savez, le vote du CFU, le compte financier unique, doit intervenir au plus tard le 30 juin, donc demain. Aussi, compte tenu des délais, nous n'avions pas d'autre choix que de convoquer dans des délais contraints. Y a-t-il des observations avant de passer au vote? Oui. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Madame le maire, mesdames, messieurs les conseillers municipaux. Nous comprenez... Alors, pour le groupe Uni pour Agir, nous ne comprenons pas la procédure que vous nous demandez aujourd'hui de valider. Pour rappeler la chronologie, une première convocation est adressée pour un conseil municipal le jeudi 25 juin, comprenant 27 points à l'ordre du jour. Les élus ont travaillé ces dossiers en commission municipale préparatoire et les services ont préparé l'ensemble des délibérations. Cette séance du 25 juin a ensuite été annulée et reportée au samedi 27 juin, moins de 48 heures plus tard, sans respect du délai légal de convocation. De plus, un nouveau point a été ajouté à l'ordre du jour. Le groupe Uni pour Agir a immédiatement alerté sur cette situation et demandé le report de la... afin de respecter, le délai légal et les droits des conseillers municipaux. Nous avons également contesté l'ajout d'un nouveau point et l'incidence juridique sur les décisions qui auraient été prises suite à cette nouvelle convocation hors délai légal. Aujourd'hui, pour être bien sûr de ne pas tout comprendre, nous nous retrouvons avec seulement 2 délibérations, pour lesquelles vous invoquez un caractère d'urgence, alors qu'il s'agit de dossiers récurrents. Vote du CFU et redevance sur la publicité. Où est donc passée la délibération sur les circuits scolaires, notamment qui a été rajoutée, qui semblait importante? Nous essayons de comprendre le sens de ce qui nous est transmis et votre mode d'organisation. Donc nous vous posons donc plusieurs questions. Quand examinerons-nous les 27 points initialement prévus? Les commissions municipales devront-elles
elles, devront-elles être réunies à nouveau? Qu'en est-il du temps de travail des services et des cadres qui ont préparé un conseil municipal complet pour finalement n'examiner que 2 délibérations? On parle souvent de rigueur budgétaire de fonctionnement, on a connu un petit peu mieux. Cette succession de convocations, d'annulations de l'ordre du jour nous interroge sérieusement sur la méthode d'organisation et la capacité à mettre en place les conditions nécessaires pour que notre instance municipale puisse se prononcer sereinement et surtout légalement. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre cette délibération et le caractère d'urgence qui y est indiqué. Je vous remercie. Je vous en prie, peut-être je dois vous rappeler la procédure. Nous avons donc envoyé la convocation dans les temps pour celle qui avait lieu jeudi. En raison de la canicule qui ne vous échappe pas, nous avons dû reporter le conseil municipal à samedi. Vous nous avez envoyé un courrier demandant de reporter de nouveau le conseil municipal, chose que nous avons donc évidemment acceptée. Et donc le conseil a lieu aujourd'hui avec en effet un ordre du jour raccourci puisque, vous le savez, le CFU doit être voté avant demain. C'est pour ça que nous nous réunissons donc aujourd'hui et nous aurons le temps d'examiner l'ensemble des autres points qu'évidemment nous devons étudier avant la mi-juillet. Et donc la convocation vous sera envoyée en temps et en heure avant la mi-juillet, exactement. Je vous remercie. Avec plaisir. Oui, Sans trop prolonger ce débat qui touche à l'organisation de notre instance municipale, moi je ne comprends toujours pas, après l'échange qui vient d'avoir lieu, pourquoi le conseil municipal de jeudi a été reporté samedi pour cause de canicule. Première incompréhension, puisque samedi, c'était encore la canicule, alors qu'on pouvait prévoir. pas à 8h30. Aujourd'hui, première question, pourquoi ne pas respecter la loi et en plus nous infliger les mêmes difficultés d'organisation liées au temps et à la chaleur. La deuxième chose, c'est que je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, on comprend bien le caractère d'urgence pour les 2 points que vous citez. Là, vous avez raison de rappeler la loi qui nous oblige à voter avant le 30 juin le compte administratif, enfin le compte financier unique, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui. Pourquoi ne pas inscrire l'ensemble des points à l'ordre du jour qui avaient été travaillés en commission? C'est juste une question de respect à la fois des gens qui préparent les délibérations, ceux qui assistent à nos instances et accessoirement ceux qui participent à cette instance. Parce que vous allez convoquer un nouveau conseil municipal en juillet, alors même qu'il aurait pu être évité. D'ailleurs, on annonce d'autres canicules en juillet. Ça va être compliqué de trouver une date. Et quand je lis l'ordre du jour de jeudi dernier, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas urgentes d'un point de vue légal, mais qui sont urgentes à décider pour la vie de notre collectivité. Donc moi, je vois tout de même là qu'il y a un manque d'organisation de nos instances, qui est lié sans doute à un dysfonctionnement interne, mais il ne faut pas que ça se reproduise. Hein. Il faut de la rationalité. Oh non, mais vous en faites pas, j'ai vraiment Quand pas on de est- conseils à recevoir. quand on Mais je vous est- laisse terminer, allez-y. quand on se présente comme étant le champ des finances publiques, ça coûte de l'argent tout ça. Hein. Ça coûte des sous d'organiser, de convoquer, etc. Bref, donc on aurait pu, je pense, faire nettement mieux dans l'organisation de ce conseil municipal. Et encore une fois, je ne comprends pas les 2 sujets que je viens d'évoquer. Bon, d'abord, ça n'a rien coûté évidemment, mais on va parler chiffres tout à l'heure. Et en effet, c'est très drôle qu'on entende ça de votre bouche. Merci de vous soucier enfin des Rissois. Et au contraire, la canicule, le plan vigilance rouge de la préfecture a alerté sur une canicule jusqu'à vendredi. Elle a ensuite été prolongée le week-end, mais pas avant évidemment l'envoi de notre invitation. Simplement, il ne faut pas chercher midi à 14h quand on peut faire simple. Donc, je vous propose de mettre en vote cette délibération, si c'est clair pour tout le monde. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est donc adoptée. Nous pouvons désormais passer au point le plus intéressant de ce conseil municipal. Le vote du compte financier unique, le CFU, de l'année 2025 et l'affectation du résultat.
L'objet principal de notre conseil municipal ce soir est donc de voter le CFU, le compte financier unique de 2025. On vous a remis à tous, et n'hésitez pas à nous dire si certains n'ont pas le tableau, le résumé du CFU de l'exercice précédent. Donc, pour rappel à tous, le CFU, c'est le résultat financier réellement exécuté. Il y a le budget, qui est le prévisionnel, et il y a le CFU, qui est réellement exécuté. En gros, ce sont les comptes réels de la ville. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est catastrophique et alarmant, mais ça, je pense que tout le monde le savait, puisque depuis le premier conseil municipal, je ne vous cache rien. Alors, si on prend dans l'ordre, vous le savez, le budget d'une ville est composé de l'investissement et du fonctionnement. À l'intérieur se trouvent les recettes, c'est les colonnes de gauche, et les dépenses. Prenons-les dans l'ordre. D'abord, la colonne investissement, la première. Parmi les recettes, nous devions recevoir en 2025 24 711 338 € de recettes. C'est tout ce qui concerne les subventions, etc., entre autres, afin d'investir notamment dans nos routes, dans nos écoles, dans nos parcs, etc. En réalité, nous avons reçu sur ces 24 millions, 11 millions d'euros. Et il resterait 7 millions d'euros à recevoir en 2026. Parce que vous le savez, parfois, on déclenche des chantiers, on les paie, une école par exemple, et on reçoit ensuite les subventions. C'est ce que représentent les 7 millions, mais il est aussi probable que nous ne recevions pas la totalité de la somme, comme ce qui a été le cas en 2024, en 2025, etc., puisqu'on budgétise également des projets qui n'ont pas vu le jour encore. Donc voilà, ça c'est un reste à réaliser, à prendre vraiment entre guillemets. C'est pour la partie recettes en investissement. Ensuite, il y a la partie dépenses. Et c'est là que ça devient intéressant. Sur la partie dépenses, 20 875 000 € de dépenses d'investissement, je vous le disais, pour dépenser pour la ville de Ris-Orangis. C'est ce qui avait été budgété en 2025. Très bien. En réalité, 10 millions ont finalement été investis. Très bien. Et qu'est-ce qui se cache derrière ces 10 millions? Eh bien, en réalité, ce n'est pas 10 millions qui ont été investis à Ris-Orangis. Dans ces 10 millions, il y a 5 millions qui ont réellement été dépensés pour notre ville en 2025. Et il y a 4 millions que nous avons dû emprunter. Ce sont des nouvelles dettes pour justement investir dans notre ville. Donc nous avons emprunté 4 millions pour permettre d'investir ces fameux 10 millions, sauf que vous le savez, on est déjà endetté. Donc en parallèle, on rembourse également 3 millions de dettes. Donc on emprunte pour rembourser l'emprunt et investir. C'est un cercle interminable. Donc évidemment, quand on emprunte pour rembourser, évidemment, l'année dernière, notre dette a augmenté d'1 million d'euros. Ensuite, il nous resterait en 2026 un peu plus de 7 millions d'euros à dépenser. Dans ces 7 millions d'euros à dépenser, c'est ce que nous devons assumer des projets de la précédente municipalité et qui nous incombent, que nous devons désormais assumer. Nous avons 7 millions d'euros de dépenses contraintes à assumer cette année, en 2026. Quand on regarde la case juste en dessous, la différence entre les titres et les mandats, toujours dans la colonne investissement, on se rend compte que finalement, malgré ces recettes moindres et malgré ces dépenses importantes, on est en excédent d'un peu plus d'1 million d'euros. Et là, tout de suite, on se dit, bah, c'est génial. Finalement, notre ville est bien gérée. On a 1 million de surplus. Magnifique. Sauf que, oups, on a oublié de regarder la case juste en dessous. Moins 3 millions. En 2024, on avait moins 3 800 000 € de dette. Donc, quand on prend le résultat de 2024 avec les moins 3 millions et on l'additionne au résultat positif de 2025, eh bien,
on tombe sur la case juste en dessous avec un déficit de 2 549 803 euros. Vous comprenez que la situation est très délicate. Il y a un reste à réaliser quand on retire, vous le savez, je vous ai dit, dans la partie recettes, la dernière case de 7 millions, ce qu'on percevrait en subvention, et dans la partie dépenses, la dernière case, 7 millions, ce qu'on devrait dépenser obligatoirement, on tombe à un surplus de 347 millions. 347 000, pardon. Le tout, je préfère être vraiment très transparente avec vous, et vous me dites si c'est trop, mais c'est pour que tout le monde ait les éléments en tête. Le tout nous amène un déficit d'investissement de plus de 2 millions d'euros. Un déficit d'investissement de plus de 2 millions d'euros. Passons ensuite sur la section fonctionnement. Sur la section fonctionnement, qui comprend la rémunération des agents, le paiement des charges courantes, le paiement des factures d'énergie, etc. Vraiment le fonctionnement de la mairie. Il était prévu un peu plus de 44,2 millions d'euros de recettes. Seulement 42 millions ont effectivement été réalisés. Très bien. Regardons ensuite les dépenses. 44,9 millions étaient autorisés. J'attire quand même votre attention sur le fait que la précédente municipalité a quand même autorisé plus de dépenses que de recettes prévues. Quelle idée. Bon, on rappelle la règle de base que tout le monde connaît, il ne faut pas plus de recettes que de dépenses. C'est quand même une règle de base. Ensuite, vous prendrez la parole en temps voulu. Ensuite, pour cette section, on retrouve un surplus de 2 millions d'euros, auquel s'ajoutent, vous regardez juste en dessous, les 633 872 euros qui avaient donc été réalisés en 2024. Si tout le monde suit, la section fonctionnement est donc en excédent de 2,6 millions d'euros, ce qui est une bonne chose. Donc finalement, quand vous regardez le total cumulé, la dernière colonne, tout en bas, finalement, le résultat final serait un surplus de 488 878 euros. Et là, toute personne qui n'est pas forcément mateuse se dit bah, c'est un bon résultat, c'est très bien. Mais attention, c'est en fait catastrophique. Et vraiment, c'est alarmant. La réalité en est tout autre. Je rappelle que ce résultat comprend les restes à réaliser de plus de 7 millions d'euros qu'on a vu ensemble dans la case dépenses. Si nous ne les percevons pas, et nous allons probablement pas les recevoir, parce que je peux aussi vous montrer quelque chose de sympa. Ça, c'était les subventions qui étaient attendues l'année dernière. On attendait un peu plus de 9 millions sur l'exercice 2025. On en a reçu 1. Donc, comment vous dire que les 7 millions de recettes qu'on attend, on ne les aura sûrement pas, mais en parallèle, les 7 millions d'euros de dépenses qui nous attendent, eh bien, il faudra les assumer. Et ce qui peut être aussi sympa à vous montrer, puisqu'on est dans la transparence totale, on a parlé d'investissement. Je vous prie de regarder ce tableau, ce petit graphique, pardon. On a dit qu'on avait 10 millions d'euros d'investissement sur la commune, dont 5 millions d'euros d'investissement réel et 4 millions d'euros d'emprunt. Donc, nos ressources propres sont uniquement de 1 million. Et nous devons emprunter plus de 4 millions d'euros pour investir à Rissorangis. C'est le chaos, vraiment. Sans emprunter, on ne peut pas investir. Mais en parallèle, on a déjà des emprunts à rembourser. Encore une fois, on ne s'en sort pas. Il y a en parallèle notre capacité d'autofinancement de la ville, c'est-à-dire les investissements que peut faire la ville sur ses propres ressources. Et figurez-vous, on est très loin, très loin du résultat qu'on nous avait tous vendu. Très loin. On est
à moins 982 000 € d'autofinancement sur la commune de Ris-Orangis. C'est très grave. Ça veut dire que nous n'avons aucune marge de manœuvre. Ça veut dire que nous n'avons aucune capacité à financer quoi que ce soit. L'ancienne municipalité a ruiné Ris-Orangis. On emprunte pour rembourser l'emprunt. Je répète, Ris-Orangis, à cause de cette gestion folle, on emprunte pour rembourser l'emprunt. Notre autofinancement n'est même plus capable de couvrir le remboursement de notre dette. C'est une gestion catastrophique. Et surtout, le plus important, eh bien, c'est notre épargne brute. L'indicateur clé pour mesurer la santé financière d'une collectivité, c'est l'épargne brute. Chez nous, elle est de 4%, alors qu'elle devrait se situer entre 8 à 15%. Nous sommes, sachez-le, et nous avons reçu les services financiers de l'État il n'y a pas très longtemps, nous sommes dans les 10% des pires villes de France en termes de gestion financière. Et ça, ce serait quand même bien de l'assumer et de le dire aux Rissois. Ça, c'est important parce que, messieurs, dames, on parle de vos impôts. On parle de votre argent. On parle d'une ville en faillite. Donc, on pourrait encore en parler, vous le savez, pendant très longtemps, mais laissons également des éléments pour l'audit financier que vous allez tout savoir en septembre. Je vous l'ai dit, je vous l'ai promis, il sera fait, il vous sera rendu public à travers une réunion publique. Donc, pour finir, je pense qu'on peut résumer la copie de la précédente municipalité avec 3 points simples, je dirais même 3 I: incompétence, inutilité et irresponsabilité. Incompétence parce qu'une telle gestion, ça révèle quand même d'un amateurisme assez important. Elle confine quand même à l'incompétence. Inutile aussi parce qu'au fil des années, on a quand même vu notre cadre de vie des Rissois voilà, quand même se dégrader beaucoup. Donc, quitte à s'endetter, autant que ce soit utile. Là, on s'est endetté pour rien. Parce qu'en plus, on a perdu notre ville. Et enfin, irresponsabilité, parce qu'elle compromet gravement l'avenir de notre collectivité. Et évidemment, elle limite drastiquement nos marges de manœuvre. Pour information, nous n'avions même pas de directeur financier à Ris-Orangis. La priorité sera donc de rétablir ces marges de manœuvre et de faire en sorte que nous retrouvions des finances saines. J'en fais un cheval de bataille sans augmenter vos impôts et en travaillant toujours de façon transparente avec vous, les Rissois, accompagnés de l'ensemble des élus. Cela prendra du temps et plusieurs exercices, car vous vous en doutez, on ne corrige pas 14 ans en quelques mois. Donc vraiment, je tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme sur nos finances. On aura bientôt, je vous l'ai dit, la possibilité de vous faire un compte rendu complet. Voilà ce qu'on peut dire sur ce CFU qui parle de lui-même. Et puis voilà, n'hésitez pas, si certains veulent prendre la parole, je dois quand même indiquer que M. Raffaelli n'a pas le droit, ou son représentant, mais en l'occurrence M. Raffaelli, de participer au vote et devra donc quitter la salle au moment des votes. Voilà. Y a-t-il des remarques, des observations avec, je vous en prie, beaucoup d'honnêteté? Je vous en prie, Madame Médani. Merci, Madame le maire. Chères Rissoises, chers Rissois, ce soir, on vous présente les comptes de la ville pour l'année 2025. Et on vous les présente comme catastrophiques. La vérité, c'est que la commune a terminé avec de l'argent de côté. On parle de plusieurs tiroirs. Au quotidien, la ville a dépensé moins qu'elle n'a reçu. Il reste un excédent de 2,6 millions d'euros, vous l'avez dit. Une fois tous les comptes faits, la ville finit l'année avec un résultat positif de près de 500 000 euros, 489 000 euros que vous avez cités. Ce sont des chiffres écrits noir sur blanc dans le document qu'on nous demande de voter. Alors je le dis, une ville qui finit l'année avec de l'argent disponible n'est pas une ville en faillite. Est-ce que tout est parfait? Non. Nous ne prétendons pas. La ville a une dette comme presque toutes les villes. Et il faut la gérer sérieusement, année après année. C'est un travail.
et nous souhaitons y prendre part. Mais avoir des emprunts à rembourser, ce n'est pas être ruiné. Ce qui nous gêne, c'est qu'on se sert de ces chiffres pour raconter une histoire, celle d'un passé désastreux. On nous annonce un audit financier de la ville. Nous sommes pour. Mais pour que cela soit utile et pas juste un élément de communication et de polémique. Il faut que ce travail soit plus transparent. Par exemple, nous ne savons même pas qui a été mandaté pour réaliser cet audit. En synthèse, les comptes sont sincères, nous les reconnaissons. Mais l'histoire qu'on raconte autour, nous ne la validons pas. Merci à vous. C'est bien de travailler ses EDL avant, mais il faut aussi écouter ce qu'on dit. Il y a quand même 7 millions d'euros de dépenses à faire sans investissement réel. Donc c'est catastrophique. Merci. Il ne vous a pas échappé que, à titre personnel, je n'étais pas dans l'ancienne majorité municipale. Donc, un document type M57, bah, on le lit, on l'analyse, et bah, je vais vous dire ce que j'en pense. À la lecture de ce CFE, nous avons davantage le sentiment de lire un réquisitoire politique qu'une analyse financière objective. Oui, certains indicateurs appellent à la vigilance. Vous l'avez indiqué, la capacité d'autofinancement réelle. Oui, la CAF, c'est un sujet. Mais pourquoi ne retenir que ce qui alimente un discours alarmiste? Parce que dans votre intervention, vous avez quand même cité le mot catastrophe, etc., mais des dizaines de fois. Donc maintenant, je vais vous donner une lecture, du moins de mon côté. Vous oubliez de rappeler que la commune dégage un excédent de fonctionnement de 2,69 millions d'euros. Que la dette diminue, que les charges financières baissent et que plus de 5,5 millions d'euros d'investissements ont été réalisés. Vous passez également sous silence le contexte auquel toutes les collectivités sont confrontées. Baisse des dotations, inflation, hausse du coût de l'énergie, des assurances et des matières premières. Aujourd'hui, toutes les communes doivent faire plus avec moins. Enfin, où sont les comparaisons avec les communes voisines? La dette par habitant est de 993 euros à Ris-Orangis, contre 2298 euros à Évry-Courcouronnes. Mais on peut prendre aussi des villes qui sont moins endettées. Par exemple, Viry-Châtillon, qui se situe autour de 805 euros par habitant. Les Rissois n'attendent pas un récit politique alarmiste, ils attendent des décisions, des résultats et une vision. Fini le récit politique, et comme vous le dites si bien, place au concret, place aux Rissois. Ah, bah j'aime quand vous dites ça. Mais juste, je vais répondre à Monsieur Garcia. Ne soyez pas lâche, Monsieur Garcia. Vous étiez bien avec Monsieur Rafali. Il faut quand même assumer. L'idée n'est pas Pas de chercher d'ancienne des mandature, madame. toutes les villes de France ont été confrontées au même problème, évidemment, la baisse de dotation. Toutes les villes de France, et heureusement, n'ont pas ce bilan financier catastrophique, et je le dis donc une deuxième fois, à défendre. Je ne sais pas si ce qui m'inquiète le plus, c'est que vous ne savez pas lire un tableau, qui est quand même le b.a.-ba d'une personne qui souhaite parler finances. En tout cas, je ne sais pas si c'est vous qui gérez vos finances ou une autre personne, mais c'est très inquiétant. Au-delà de ça, est-ce que vous avez entendu, écouté ce qu'on vous a dit, notamment en termes de dépenses, notamment en termes de subventions non retenues? Est-ce que c'est des choses qui vous parlent ou est-ce que vous décidez d'être dans le déni le plus complet devant les Rissois? Madame le maire, quand il y a un dossier M57 qui tombe, on sait le lire. Voilà. Et donc, on sait regarder les excédents, on sait regarder les déficits. Moi, l'intervention que je vous fais, c'est je mets en avant la capacité d'autofinancement qui est effectivement un indicateur négatif, mais je suis aussi en train de mettre en avant des indicateurs qui sont en train de dire que la capacité financière de cette ville et que Ris-Orangis n'est pas, comme vous l'expliquez, en faillite. Voilà. Merci aux 3 personnes qui ont fait votre campagne d'applaudir. Au-delà de ça, Attendez, vous êtes bien placé pour parler. au-delà de ça, je tiens quand même à préciser que ce que vous dites est faux.
Et heureusement que c'est consultable, que la dette par habitant à Rissorangis est malheureusement bien supérieure à la moyenne. Je sais pas, vous êtes connecté à quel VPN, même chose. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est que je ne suis pas là pour polémiquer avec vous. Je suis surtout là pour dire que, messieurs, dames, c'est en effet catastrophique et que nous allons tout faire pour relever le niveau. De toute façon, on ne pourrait pas faire pire. Monsieur Yapo, vous souhaitez ajouter un élément? Donc, il y a eu plusieurs points soulevés. Monsieur Garcia, je ne sais pas quelle lecture vous faites des documents que vous avez reçus. Déjà en commission, vous jubiliez, vous félicitez Stéphane Raffaelli pour ce résultat-là. Parce que vous avez, oui, vous avez martelé le résultat de 488 000 euros, oui, en commission. 488 000 euros. Madame Le Maire l'a dit, les 488 000 euros, ce qu'il faut savoir, le résultat réel réalisé l'année dernière, il est à peine de 146 000 euros. Vous regardez le tableau, vous allez le voir. 146 000 euros. Pour moi, c'est une très grosse somme. Mais à l'échelle de la ville, à l'échelle de Rissorangis, ce n'est rien du tout. Ça prend en charge, ou bien ça aurait pris en charge uniquement peut-être les frais de représentation de Stéphane Raffaelli, 10 000 euros par mois. Les 146 000 euros, ça peut même pas, hein, si j'ai bien compris, acheter vos bouteilles de cristalline sur une année. Voilà. Donc, 146 000 euros, 146 000 euros, en réalité, c'est le résultat de 2025. Mais en compta public, OK, Madame le maire en a parlé, on est obligé de prendre en compte le solde des restes à réaliser. Le solde des restes à réaliser, il est de 346 000 euros. Parce que vous avez engagé des dépenses qui ne sont pas encore payées de 7,14 millions d'euros. Vous ne les avez pas payés, c'est nous qui allons les payer. En face de cela, on a... Non, ça reste à réaliser. Oui, c'est exécuté, ça va être payé. Voilà. Donc, en face, on a 7,49 millions de recettes, de restes à réaliser. Donc, la différence entre ces deux montants, c'est ce qui fait les 346 000 euros qu'on rajoute aux 140 000 euros qui font 488. Vous parliez donc à l'échelle d'une ville, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. À l'échelle de risque. Vous parliez de la dette, 1 000 euros par habitant. Vous avez pris l'exemple d'Evry. Raisonnons, il faut que le raisonnement soit fait en ville de même strate. OK? En ville de même strate. Vous avez pris l'exemple d'Evry-Couronne, on n'a pas les mêmes indicateurs. Nous, on est à 1 000 euros par habitant, alors que la moyenne, non, la médiane nationale est environ à 545. On est près du double. Mais ce n'est pas ça le sujet, c'est la soutenabilité. On a parlé Madame Le Maire a parlé de la capacité d'autofinancement net de moins 982 000 euros. C'est un peu comme si dans un ménage, dans le foyer, ils ont une épargne ou bien ils ont de l'argent disponible qui est de 500 euros et ils ont à faire face à un crédit de 1 500 euros. Donc, une fois qu'ils payent le crédit, ils sont à découvert de 1 000 euros. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Vous ne trouvez pas les 1 000 euros alarmants, mais prenez simplement
je vais regrouper les 146 000 dont j'ai parlé et les 346 000 qui font les 488. Vous divisez par 32 000 habitants, ça fait à peine 15 euros. 15 euros par habitant. C'est un peu comme si on avait l'entreprise Rissorangis qui distribuait le bénéfice à ses habitants. Donc, en face, moi, en tant qu'actionnaire ou bien habitant de la ville, vous me dites que, ah, mais c'est vrai, vous aurez une dette de 1 000 euros à payer, mais je vous donne 15 euros. C'est très grave. C'est très grave. Et vous êtes content. Vous êtes content de cela. Vous êtes content de cela. Vous sortez des chiffres. Là, vous nous parlez d'un solde de la section de fonctionnement à 2,06 millions, auquel 2,06 non, attendez, 2,06 auquel on a rajouté des excédents reportés. Sinon, sur l'exercice, c'est 2,6, 2,06 et ça fait 2,69. Vous êtes content de cela. Est-ce que vous avez regardé dans le détail comment est-ce qu'on en est arrivé là, au 2,69? Les dotations, vous regardez, les dotations de l'État ont augmenté. Ça, on a touché plus que ce que vous avez prévu. Donc, déjà, mécaniquement, ça vient arranger les choses. Stéphane Rafali, qui était maire de Ris, il le sait. Il peut pas, je pense qu'il pourra pas aller, il dira pas ce que vous êtes en train de dire là, parce qu'il sait que son résultat est mauvais. Il sait très bien que c'est mauvais. Depuis ma prise de poste, je vous dis, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de mails. Parce que ce que je dis là, j'ai aucun intérêt à dire ça. Parce que j'ai pas de... Voilà. J'ai appartenu à la majorité de Stéphane Rafali avant de sortir de cette majorité. Je n'ai pas voté ce budget-là, attention. Donc, il faut que les choses soient claires. Voilà. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de messages que j'ai reçus de l'inspecteur des finances publiques pour m'alerter depuis que je suis en poste, depuis que je suis devenu adjoint aux finances. Donc, ça ne vous inquiète pas, mais lui, dans ses messages, il me parle de situations alarmantes, préoccupantes. Je peux vous citer mais tous les superlatifs que je reçois concernant la gestion, madame le maire a dit, la gestion est catastrophique. Je ne sais pas qui l'a coupé. C'est bon, M. Yapo, vous avez fini? Tant qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas fini, c'est qu'il n'a pas fini. Je sais. Vas-y. Qui coupe? Donc, ce qu'on retient aujourd'hui, ce qui est pire, en fait, vous regardez dans les tableaux, mais je ne comprends pas, en fait. Quand vous dégagez, normalement, ce que vous dégagez en fonction d'investissement, ça devait pouvoir régler le crédit, ce qu'on appelle le capital de la dette. Ça ne peut même pas payer le capital de la dette. Et vous êtes là, vous êtes content. Mais c'est incroyable. Si le résultat non, mais sérieusement, si la CAF était positive, OK, je pourrais peut-être vous suivre, mais la CAF est négative. Vous avez 500, vous payez 1500, vous avez moins 1000, vous êtes à découvert et tout va bien. Vous félicitez votre papa. Voilà, en gros, c'est ça. Allez-y. Monsieur Garcia, à vous la parole. Oui, merci, M. Yapo. Vous énervez pas. Vous énervez pas. Voilà. Donc déjà, moi, ce que j'ai analysé, je l'ai analysé, et je n'ai pas été seul à l'analyser. Voilà. Maintenant, on a vu comment s'est tenue la commission finances, comment vous l'avez présidée. On a alerté sur des éléments avec ma collègue Mme Basseg. Je ne me reconnais pas dans les interventions que vous m'attribuez. Attendez, monsieur. Non, mais attendez, j'ai le droit de parler aussi. Voilà.
Nous avons pointé effectivement qu'il y avait une partie du fonctionnement qui arrivait à l'investissement, et on parlait donc du coup de l'enveloppe d'investissement dans cette commission. Mais après, on a parlé aussi de budget supplémentaire qui n'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour. On aurait pu en parler. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur Yapo? Après, monsieur Yapo, je ne vais pas être trop long, je vais laisser monsieur Rafali continuer. Je ne vais pas faire de provocation plus que nécessaire. Vous avez déjà tout dit. Vous étiez dans l'ancienne équipe, apparemment vous avez tout voté, maintenant vous êtes en train de vous positionner différemment. Écoutez, vous n'êtes pas abstenu, d'accord? Bon, merci. Et puis, messieurs, dames, évidemment, je vous l'ai toujours dit, on travaille en toute transparence avec les Rissois. Plutôt qu'écouter des interprétations plus qu'approximatives, prenez simplement le tableau, demandez, je sais pas moi, demandez à, je sais pas, aujourd'hui à Claude, à ChatGPT, demandez à qui vous voulez d'analyser ce tableau, et je pense qu'il utilisera encore des termes encore pires que catastrophiques et alarmants. Et lui, on ne pourra pas l'accuser d'impartialité. Oui, madame Medani. Oui, enfin, se limiter à ce tableau ne permet pas de comprendre toutes nos prises de parole. Ce serait bien que vous ayez l'ensemble du dossier financier avec l'ensemble des comptes, ligne par ligne, pour comprendre. Et là, vous pourrez le charger effectivement dans ChatGPT, parce que là, ce tableau ne vous permet pas d'avoir un avis, en fait. Et je voudrais juste dire à Séverin que oui, à M. Yapo, pardon, que oui, la capacité, vous avez parlé de capacité d'autofinancement, on la connaît parfaitement. C'est un point de vigilance sur un exercice. Mais sur un exercice. Et ça ne change rien au fait que les comptes se clôturent dans le positif, vous l'avez dit. Donc, une année plus tendue, ce n'est pas une faillite. Il faut arrêter de faire le spectacle et d'être alarmant comme ça. Mais de quel spectacle? Avec les 3 zigotos qui applaudissent là. De quel spectacle? Vous parlez d'un spectacle. Est-ce qu'on a une tête? Est-ce qu'on a une tête à être au spectacle? Enfin, attendez, je suis désolée là. Si, On parle. J'ai pas terminé ma prise de parole, monsieur Rafali, veuillez patienter. oui, On parle quand même des finances de notre ville qui sont calamiteux, et vous trouvez rien d'autre que dire oh, c'est pas trop bien. Ça aurait pu être pire. On a tout perdu, Harry Sorandis. Non mais réveillez-vous, nous on travaille avec le cœur. On travaille pour les Rissois. On se bat chaque jour pour rattraper vos bêtises. Au bout d'un moment, stop. Est-ce que je peux prendre la parole? 5 secondes. Je vous en prie. Oui, merci, merci beaucoup. Je vais essayer d'être didactique et pas d'enfumer les gens avec toute une série de chiffres qui sont d'ailleurs inintelligibles au vu de l'explication liminaire. Et on comprend bien la manipulation, puisque ça fait 9 mois que vous martelez le même discours, le même récit comme candidate, puis maintenant depuis 3 mois comme maire. Mais vous oubliez que vous avez commis un acte budgétaire originel, puisque vous avez voté le budget primitif 2026. Là, on est en train d'examiner l'exécution du budget 2025, mais avant cet examen, il y a eu le budget primitif 2026. Et dans le budget primitif 2026, qu'on avait d'ailleurs préparé et que vous avez repris quasiment intégralement, avec quelques amodiations, mais en réalité, vous avez repris les données budgétaires qui vous étaient confiées. Oui, oui, laissez-moi parler, s'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Il y a deux chiffres extrêmement simples que n'importe quel analyste regarderait. D'abord, vous avez annoncé un autofinancement de 3,2 millions, budget 2026. Et vous aviez un encours de dette, quand on vous donne les clés de la maison commune, de 29 millions, soit 924 € très exactement d'emprunt pour chaque Rissois. Si ça, c'est un budget en faillite, en cessation des paiements, moi je ne comprends rien aux finances publiques. Beaucoup de communes souhaiteraient afficher des indicateurs comme cela. Si on regarde encore plus précisément les indicateurs de la dette, puisque vous insistez beaucoup sur la dette, quand on regarde le taux et quand on regarde la durée de remboursement, là aussi, bon an mal an, on est dans la moyenne
nationale des communes de même strate. Mais mon propos n'est pas là, puisqu'on aura ce débat infini. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas, et Swad Mélanie a raison d'insister là-dessus, il ne faut pas uniquement avoir une analyse comptable d'un budget, puisque un budget, c'est à la fois une dynamique, donc c'est une histoire longue, c'est pas simplement un budget, c'est une histoire qui continue perpétuellement, et surtout, il faut avoir une analyse politique. Donc, quand on vous confie les clés, 3,2 millions d'autofinancement, c'est-à-dire que vous êtes en capacité sur votre propre gestion d'investir sur la ville. C'est déjà positif. L'encours de dette, il est élevé mais raisonnable au regard des besoins de cette ville. Mais surtout, qu'est-ce que nous avons fait concomitamment à cette gestion qui est saine, qui est tendue, mais qui est saine? Qu'est-ce que nous avons fait? Ça, c'est des choix politiques. Et c'est à ça que vous devrez répondre après nous. C'est d'abord que nous avons maintenu un niveau de service public élevé, avec des compétences exercées par notre municipalité qui ne sont pas obligatoires. Par choix politique, nous avons décidé, par exemple, de créer un atelier santé-ville pour prévenir un certain nombre de pathologies. Nous avons décidé de créer un service habitat qui n'est pas obligatoire et qui vient conforter. Nous avons décidé aussi des choses très significatives d'un point de vue politique. S'il vous plaît, madame, soyez pas insultante, soyez pas méprisante. On comprend bien maintenant votre caractère, on commence à avoir l'habitude, mais, mais, mais quand on décide la gratuité d'un certain nombre de nos services, c'est un acte politique qui pèse évidemment sur le budget, mais ça protège aussi le pouvoir de vivre des habitants de notre commune, qui reste une commune populaire. Quand nous baissons, au cours du mandat passé, quand nous baissons le prix des prestations municipales qui sont calculées au quotient, je le rappelle, là aussi, ça n'est pas obligatoire. Nous avons baissé le prix de la cantine au cours du mandat passé. Encore un choix politique. Quand on maintient un haut niveau de subvention aux associations, là aussi, ça maintient un périmètre d'action qui prolonge celui de la municipalité. Tout ça n'est pas obligatoire. De la même manière, si on analyse le niveau d'investissement sur le mandat passé et pas simplement sur un exercice, puisque le BP 2025, encore une fois, n'est qu'un exercice parmi 5 autres, on a fait plus de 7 millions d'investissements par an. Et puis, je le rappelle, et j'espère que vous pourrez tenir votre promesse, c'est que pendant 16 ans, nous n'avons pas touché au taux d'imposition ARIS. Ça veut dire qu'on a baissé l'impôt ARIS et Rungis, puisque la suppression de la taxe d'habitation n'a pas été compensée ARIS et Rungis par une augmentation du taux de la taxe foncière. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que derrière ces chiffres, il y a aussi une armature budgétaire qui a des conséquences directes sur la vie des Rissois. Et ce que je crois, parce que votre petite musique alarmiste, catastrophiste sur le budget, on l'a déjà entendu il y a quelques années. C'est François Durouvray, lorsqu'il a succédé à Jérôme Guedj, qui expliquait exactement la même chose et qui préparait en réalité une augmentation de 29% des impôts et des coupes claires très violentes dans les services publics départementaux. Et c'est ce que je crois que vous préparez aussi. Je rajoute simplement que dans une ville, on doit obligatoirement présenter des comptes à l'équilibre, à l'inverse de l'État qui, lui, peut laisser filer les déficits et effectivement se retrouver proche de la cessation des paiements. Ici, on a toujours présenté des comptes à l'équilibre. Votre équation du budget municipal, c'est une équation fermée. Vous avez l'obligation de présenter des comptes à l'équilibre. Et le meilleur indicateur, me semble-t-il, c'est que pour votre budget 2026, que vous avez voté, que vous avez présenté et voté, vous avez trouvé des bailleurs de fonds privés, des banquiers, qui continuent à vous prêter. Ce qui est signe de bonne santé. Alors,
Ce que je crois, c'est que vous êtes face au réel de la gestion d'une municipalité, dans une vie populaire de la seconde couronne parisienne, avec toutes ces difficultés, parce que ça a été rappelé tout à l'heure, ça fait à peu près une quinzaine, une vingtaine d'années que les collectivités locales participent du rétablissement des comptes publics nationaux et que l'État appelle à la rescousse les communes, les départements, les régions pour venir compenser ses propres déficits. Et c'est ça que nous subissons de plein fouet ici depuis une dizaine d'années. Donc c'est dur de monter un budget à Rissorangis. C'est extrêmement difficile. Évidemment, on aimerait faire beaucoup plus encore pour les besoins de cette ville de plus de 30 000 habitants. Ce que nous croyons, c'est que vous vous trompez de cible. Le vrai sujet, c'est pas la gestion passée. Elle est saine, la gestion passée. Elle est tendue, mais elle est saine. C'est que vous avez, à l'échelle nationale et régionale, vous avez une répartition de l'argent public qui est inégalitaire. On est victime de discrimination insidieuse depuis de nombreuses années. Et si s'il y avait une juste répartition des investissements en matière de transport, des investissements en matière d'enseignement supérieur et de recherche, des investissements universitaires, notre territoire aurait une dynamique bien supérieure à celle qu'elle a aujourd'hui. Le problème, c'est la question de l'égalité territoriale qui a des résurgences sur nos budgets et sur la vie sociale dans nos communes populaires. C'est là que nous divergeons politiquement. C'est-à-dire que vous allez essayer de trouver dans la gestion passée, en réalité, des bonnes raisons de faire plaisir à tous les libéraux qui gèrent jusqu'à présent l'État français et qui travaillent à une atrophie en réalité de l'action publique. Et nous avons maintenu à Rissorangis une action publique puissante, à la fois en fonctionnement, par un service public et en investissement. D'ailleurs, on pourrait faire la liste des investissements. Et je finis par une petite pique. Voilà. Vous annoncez dans votre budget 2026 700 000 € pour la réfection des routes. Vous avez fait campagne pendant des semaines et des semaines pour nous expliquer que vous alliez révolutionner ce sujet, que vous alliez travailler à la requalification des rues qui étaient dans un sale état, etc. 700 000 €, c'est la moitié d'une rue. C'est la moitié d'une rue. Si vous faites l'analyse du budget, des 5 budgets que nous avons votés, je ne parle pas du budget que nous avons préparé pour 2026, sur 5 budgets que nous avons votés, c'est 25 millions d'euros d'investis sur nos rues. Alors, c'est jamais suffisant, mais ces 25 millions qui ont été, ça veut dire 5 millions par an ont été investis sur nos rues. C'est vérifiable. Je peux vous donner la liste des rues très précisément. Donc, en réalité, ce que vous faites, vous êtes en train de vous perdre dans des arguties politiciennes qui ne vous serviront pas. Hein. Donc, regardez avec honnêteté et avec maturité la gestion de la ville plutôt que vous perdre dans ces discours qui, à mon avis, ne vous mèneront nulle part. Donc, on est prêt, nous, à vous aider, à vous éclairer sur des choix éventuels à réaliser dans le cadre d'un budget. Ça, on est prêt à ça. Mais ne nous accusez pas d'avoir mis la ville en faillite, parce que c'est faux. C'est faux, comme un certain nombre de mensonges que vous avez distillés, là encore, au cours des 9 mois passés. La question de la cristalline, vous en riez tout à l'heure, est un mensonge flagrant, puisqu'il n'y a jamais eu 200 000 € de dépenses de cristalline par an, contrairement à ce que vous avez affirmé au cours du conseil municipal du 28 juin. C'est faux, puisque c'est 13 600 € très exactement de cristalline qui ont été pensés. Mais c'est votre méthode. Le mensonge et la calomnie, l'injure, le mensonge et la calomnie, c'est votre méthode. C'est votre méthode. On va lui répondre. Oui, bah, vous pouvez. On va lui répondre. Vous pouvez me répondre. Monsieur Rafali, votre couleur de cheveux ne vous donne pas plus d'agisme, si on veut parler de maturité. Pardon? D'abord, vous parlez de maturité, parlons de maturité. Comment c'est pas? Non, c'est insultant. Non, c'est vous qui parlez de maturité. Parlons de maturité. Vous parlez de physique. Parlons de maturité. Oui, parlons de maturité. Oui. Et monsieur Rafali, merci pour ce cours de fiscalité fictive.
on nage dans le délire. Déjà, apprenez à gérer Rissorangis. Ensuite, vous nous parlerez du national. Oui, c'est de la faute de Trump, c'est de la faute du pape, c'est de la faute du Dalai Lama, c'est de la faute de tout le monde sauf de vous, monsieur Raffaï. Merci, Karl Marx, le pauvre. Vous voulez théoriser, mais vous n'avez pas le talent. Donc parlons plutôt concret. D'abord, sur le concret. Vous avez même votre personne qui rigole avec vous. Bon, bref. Parlons un peu plus concret. Tout ce que vous avez dit, c'est du flan. La CAF, vous oubliez d'en parler. La CAF, je vais y arriver. Vous savez laisser la parole? Allez, on coupe le micro. La CAF est négative. Vous ne comprenez peut-être pas ce que ça veut dire, donc ça m'inquiète davantage puisqu'on ne peut pas investir et rembourser la dette sans emprunter. Et vous ne comprenez pas non plus que, ou peut-être que, je ne sais pas, vous n'étiez pas dans ce monde à ce moment-là, vous avez parlé d'impôts à Rissorangis. Vous avez parlé d'impôts à Rissorangis. Est-ce que vous avez été voir les Rissois pour leur parler d'impôts? Est-ce que vous pouvez assumer devant les Rissois que vous avez voté pour l'augmentation de la taxe foncière à l'agglomération? C'est quelque chose que vous êtes capable de le faire ou même chose, on le rendra public pendant... Alors, laissez-moi la parole, vous avez eu votre temps de parole que j'ai respecté. Si vous voulez, messieurs, dames, vous n'hésitez pas, on vous enverra tout, c'est public. Et on l'a déjà rendu public pendant la campagne, mais c'est pas grave, il y a écrit à voter pour. Mais c'est pas grave, on est toujours dans le mensonge. Vous avez raison de vous hydrater, ça fait mal à la gorge de mentir. Au-delà de ça, vous parlez des routes, mais c'est normal que vos routes ont coûté cher. Déjà, dans votre budget, vous aviez prévu seulement 50 000, on en a mis 700 000. Et sur les routes, est-ce que vous pouvez expliquer aux Rissois ce que vous avez fait sur les routes et pourquoi on a des routes dans un piteux état? Est-ce que vous pouvez le dire? Est-ce que vous pouvez assumer devant les Rissois, vous voulez parler de route? Est-ce que vous pouvez dire aux Rissois que vous avez donné un marché unique à Colas, qui est mono-attributaire sur nos routes et qui, évidemment, au roi du pétrole, décide de ses prix et nous nous alignons? Est-ce que vous pouvez dire que vous avez fait le choix de ne pas rompre ce marché pour faire un marché multi-attributaire, ce que nous avons fait? Et nous avons même reçu Colas, parce que nous, on parle en toute transparence. Et nous étions choqués, outrés des prix reçus. Et nous les avons évidemment comparés. Nous avons évidemment obtenu des devis moindres pour un enrobé encore plus important. Et pour pouvoir enfin répondre à la demande des Rissois d'avoir des routes propres. Mais au-delà de ça, on peut vraiment parler de façon assez longue sur votre budget, monsieur Raffaly. Notre épargne nette est-elle positive? Non, elle est plus que négative. Cela veut dire que notre épargne ne suffit plus à couvrir le remboursement du capital de la dette. Et vous le savez pertinemment, c'est le signe d'une fragilité structurelle que vous tentez de cacher. Nous n'avons plus rien. Pour investir, on doit emprunter pour rembourser nos emprunts. Si vous en êtes satisfait, moi non, parce que je daigne respecter les Rissois. Notre ratio entre les dépenses et la dette d'une part et les recettes de l'autre dépasse les 100%. Et ça, vous omettez de le dire, monsieur Raffaly. Ce qui veut dire que nos dépenses et notre dette dépassent nos recettes. Et il est là le problème que vous tentez de camoufler. On dépense plus, c'est pas compliqué à comprendre. C'est pas compliqué à comprendre. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas investir dans notre route sans emprunter. Enfin, je ne peux pas vous dire autre chose. Si vous en êtes satisfait, tant mieux, mais moi non. Notre épargne brute est très faible, en deçà des seuils recommandés, je l'ai dit. On est à 4%, contre 8 à 10 en moyenne. Et ça, qu'est-ce que vous voulez dire? Que les chiffres sont faux, inventés de la DGFiP? Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Je continue si vous voulez, hein, notre ville a tiré de façon massive sur notre ligne de trésorerie. La ligne de trésorerie, je dois le dire aux Rissois, c'est une ligne d'emprunt sur laquelle on peut demander de l'argent pour faire face à l'urgence. On a tiré sur cette ligne. Mais ce n'est pas pour faire face à l'urgence, malheureusement. C'est pour couvrir ce que vous n'avez pas réussi à trouver pour investir. Parce que justement, on est endetté. Et si vous en êtes satisfait, moi non. Continuez à parler de Cristalline, de toute façon, ce sera la même chose rendu public comme je l'ai promis.
Et je ne vais pas débattre très longtemps avec vous de vos dépenses, de votre budget. Vous devriez avoir honte de nous laisser ce budget. Aujourd'hui, les Rissois ont mal. Aujourd'hui, les Rissois ont la poche trouée. Aujourd'hui, les Rissois. Mais j'entends que tout le monde autour de cette table n'habite peut-être pas Rissorangis. Et peut-être que tout le monde autour de cette table ne comprend pas ce que les Rissois subissent. Peut-être. Mais nous qui vivons là, nous qui savons ce que c'est que d'avoir rendu une ville comme ça, à votre place, comme vous l'avez fait pour le budget, je ne me serais pas présentée. Ayez honte. Monsieur Thébault, vous souhaitiez ajouter un mot? Oui, là, je me sens un peu obligé de prendre la parole, parce que même si le sujet du soir ne fait pas partie de ma responsabilité ni de ma délégation, en tant que maire adjoint de cette commune que j'aime profondément et je suis extrêmement attaché, il y a quand même des choses où je vais avoir beaucoup de mal à ne pas m'exprimer. C'est un peu l'amertume qui me fait prendre la parole, parce que vraiment je vais essayer de peser mes mots pendant toute cette intervention, en essayant, contrairement à certaines de mes habitudes, de pas trop déborder. J'ai été autour de cette table, en même temps que deux autres de mes collègues d'aujourd'hui, monsieur Stéphane Raffaly et monsieur Serge Mercier-Ca, il y a très longtemps. J'étais plutôt sur les bancs de l'opposition de droite, la méchante opposition de droite, mais il y avait aussi une opposition de gauche qui était représentée par les amis de monsieur Garcia avec monsieur Amar. C'est une réalité, c'est un constat. Moi, je ne fais que constater. Pour l'instant, je commande pas. Aujourd'hui, ce CFU qu'on nous demande de valider ou pas, c'est le résultat de votre politique et de votre gestion. Alors, 20 secondes de politique. Vous nous avez beaucoup accusé pendant ces 6 ou 9 derniers mois que notre liste était une méchante liste de droite. Sachez que le courant d'air de droite, il représente peut-être que 2 ou 3 personnes autour de cette table. Les autres ne le sont absolument pas. Oh bah oui, allons jusqu'au bout, allons jusqu'au bout. Vous avez bien raison, je dois être, moi je suis encarté les centristes, hein, donc je suis pas du tout extrême droite. Hein. Pardon. Ça fait donc une trentaine d'années que je suis en politique. J'ai aidé un certain nombre de villes. Vous avez parlé des vertus de la mairie de Viry-Châtillon. J'en suis en partie responsable, puisque j'ai beaucoup assisté les services municipaux et les maires de cette ville, parce que ça vient de changer, les maires de cette ville, dans la gestion de leur commune. Mais jamais on n'a rencontré des chiffres dans l'état de Rissorangis. C'est vraiment, aujourd'hui, oui, on peut se réjouir d'une capacité d'autofinancement en 2025 qui est positive, oui, mais elle succède à une capacité d'autofinancement qui était négative précédemment. C'est d'ailleurs pour ça que le résultat finit à 488 000 euros, qui représente 2 petites journées par rapport au budget. 2 jours. Si vous nous expliquez que 2 jours, c'est bien, je considère quand même que 2 jours, c'est très peu. Maintenant, sur le bilan, même à cette époque, il y a 30 ans, on était 30 ans plus jeunes, il nous restait des cheveux, et en tout cas, ils étaient d'une autre couleur, pour ceux qui restent. Moi, je pestais déjà contre certaines de vos décisions. Vous vous en souvenez, je pense. Il y avait quelques emprunts toxiques.
Aujourd'hui, ils ont été remplacés par des emprunts à taux variable. On avait des... Bah, si, mais non, alors, d'accord, ils n'étaient pas toxiques, ils ont été directement remboursés parce qu'on vous l'a dit et qu'on vous l'a demandé très fortement. Et ensuite, aujourd'hui, bah, ces emprunts, ils sont devenus à taux variable. Donc, on va y venir. La dette, évidemment, évolue, elle change. On rembourse ses dettes avec des emprunts et avec des investissements, etc. etc. Mais on ne va pas rentrer vraiment dans tous les chiffres. Je me suis absenté de ce conseil municipal pendant 2 mandats, à la fois par choix et puis parce que j'avais d'autres chats à fouetter, comme on dit. Et je m'aperçois aujourd'hui que bah, non seulement l'évolution ne s'est pas faite d'une manière favorable, mais pire que cela, aujourd'hui on est réellement dans une situation un petit peu plus compliquée et aujourd'hui ce qui nous reste, ça va donc être un héritage. Donc vous laissez, allez, je vais reprendre quelques termes qui ont été évoqués tout à l'heure, une ruine, vos vassaux ou vos porte-couteaux au choix. Continuent la campagne en considérant qu'ils étaient dans l'opposition à l'époque de vos faits, alors qu'ils votaient 33 voix contre 35, les 2 seules voix qui ne votaient pas ces chiffres-là, ou tous ces chiffres-là, étaient les voix justement du Front National. Et donc la quasi-totalité des propositions qui étaient faites. Voilà, depuis un quart de siècle, c'est pas hier, c'est un quart de siècle. Certains étaient même pas nés ou étaient encore même pas encore à la maternelle ou au primaire. Bah, depuis un quart de siècle, la dette diminue. C'est réel. Imaginez-vous, il y a un quart de siècle, le montant de la dette quand même. Parce que si elle diminue depuis un quart de siècle, c'est que ça fait un petit moment qu'il y en avait beaucoup et beaucoup trop. Les taxes locales, par contre, juste avant les fameux 15 dernières années qu'évoquait M. Raffaly, elles avaient quand même été augmentées de 15% pour pallier au départ de l'usine Lu. C'était réel, sauf que l'usine Lu est partie 3 ans après en matière d'argent. Parce que ce n'est pas parce qu'une entreprise quitte les lieux qu'elle ne doit pas continuer de payer un certain nombre de ses taxes. Et cet argent-là était collecté à l'époque encore directement par la ville de Ris-Orangis. À l'époque, la ville de Ris-Orangis avait une taxe foncière. Elle avait aussi une taxe d'habitation. Et à l'époque, il y a un peu plus d'un quart de siècle toujours, elle avait aussi les taxes professionnelles sur les entreprises. Donc elle avait de l'argent. Bon, sur toutes ces taxes, l'augmentation, je vous rassure, l'augmentation de la taxe foncière, elle est restée, elle. Elle n'a pas bougé, elle n'a pas diminué, tout est resté en place. Mais vous en avez fait quoi? Moi, j'ai un problème. L'État, ensuite, pendant tous ces délais, a décidé que le montant de la dotation globale de fonctionnement allait être fixe. Pas de problème. Le seul moyen d'augmenter la dotation globale de fonctionnement, c'est d'augmenter le nombre d'habitants. Donc, on est gentiment passé de 20 à 30 000. On a commencé à découper les terrains pour y mettre de nouvelles habitations. On a commencé à construire des immeubles un peu partout. Sauf qu'on a construit les immeubles, mais on n'a pas bien construit beaucoup les emplacements de stationnement et de parking. Parce que ça, c'est pas grave. Hein, merci. J'ai des problèmes aussi de stationnement. C'est pour ça que comme tous les Rissois. Je ne suis pas sûr qu'on ait eu le nombre de crèches ou de groupes scolaires qui allaient en proportion, et encore moins les mettre rafraîchis, climatisés, enfin on appelle ça comme on veut, hein, et se plaindre en même temps que nos employés municipaux travaillent dans des conditions lamentables parce qu'il fait trop chaud dans les bâtiments. Peut-être on aurait pu faire ça pendant les 25 ans. Attention, il y a peut-être le dogme important qui est celui de la climatisation, qui évidemment rafraîchit l'intérieur mais réchauffe l'extérieur.
Mais c'est un dogme. Alors, garderons-nous ce dogme ou allons-nous décider de climatiser les bâtiments? Je n'en sais rien, sachant que ça coûte beaucoup d'argent et que je ne suis pas sûr que dans l'état de nos finances actuelles, nous ayons les moyens de le faire. Alors, mais là encore, on a encaissé plus, on a dépensé plus, mais vous avez fait quoi? Voilà. Alors, maintenant, en ce qui concerne la situation qu'on récupère sur le 25 et puisqu'on a été obligé de voter sur le 26. Les travaux. Les travaux ne sont pas terminés, ou parce que les entreprises traînaient un peu, ou parce qu'on avait un petit peu de mal à trouver les crédits pour pouvoir finir, payer les entreprises pour les encourager à terminer les travaux, ou parce que 7 millions de travaux non finalisés et accessoirement non financés, c'est quand même beaucoup d'argent. Qu'on ait des restes à réaliser tous les ans d'1, 2, 3 millions, c'est la vie courante, normale d'une ville. Quand vous commencez des gros travaux au mois de septembre, ils ne seront jamais finis au mois de décembre. On a tous fait des travaux chez nous, on sait tous qu'à un moment ou à un autre, quand on fait des travaux, parfois ça traîne un peu. Mais là, ça traîne beaucoup et sur des gros montants. Comme le disait M. Yapo, le problème, c'est qu'on a l'obligation de payer ces 7 millions, d'un côté, mais de l'autre côté, les subventions que l'on risque de recevoir parce qu'on a fini les travaux, si on les demande trop tard et trop longtemps après le début des travaux, on ne les a plus. Ça veut dire que les 7 millions d'entrée, de sortie d'argent, on est contraint de les faire et de les finir. Les contrats sont signés et donc on a l'obligation de s'en occuper. Par contre, à l'inverse, les quelques millions de subventions qu'on doit recevoir en face, on ne les recevra que quand les travaux seront terminés. Première chose, c'est la règle. Et deuxièmement, si on finalise les demandes de subventions finales dans un certain nombre de délais. Il est là une partie de notre problème. Alors, on ne va pas s'alarmer, comme vous adorez le dire depuis tout à l'heure, mais malgré tout, le système d'alarme, il est quand même pas loin, d'autant plus que nos amis des impôts qui gèrent toutes les finances de Ressorangis sont quand même là pour vérifier tout ce qui se passe. Et on joint monsieur le maire adjoint. Alors, tous ces travaux contraints font que maintenant, effectivement, on a un choix à faire ce soir. Ce soir, il est simple. Alors, je ne vais pas reprendre le terme faillite, qui pour moi est un peu grave. Je ne vais pas reprendre non plus un terme dépôt de bilan qui parle aussi à d'autres personnes. En matière de mairie, ce n'est pas le terme qu'on utilise. Le terme qu'on utilise, c'est la mise sous tutelle auprès de la préfecture. Donc la mise sous tutelle, ça veut dire que la préfecture va contrôler toutes nos dépenses. Alors, ça a failli nous arriver il y a quelques années, failli. Il y avait eu quand même un contrôle d'une commission qui avait été là pour contrôler tout ça il y a très longtemps. Hein. Beaucoup de gens qui étaient autour de cette table n'étaient même pas à Rissorangis. Aujourd'hui, ce contrôle des services de l'État, c'est très très compliqué, c'est très très contraint, et ça va vraiment changer beaucoup de choses dans la vie des Rissois. Donc, pour nous, si on voulait simplifier notre débat, on vote simplement contre et on confie notre ville dans les mains de la préfecture. Deuxième chose, le côté difficile, c'est de tout bloquer. Voilà, et ça, on ferme tout, c'est très compliqué, et puis on n'a pas été élu pour ça. On a été élu, nous, pour nous battre, on a été élu pour avoir un très gros travail, et ce très gros travail, va falloir qu'on le fasse, et nous aimerions vraiment et sincèrement le faire avec tous les Rissois et toutes les personnes qui se trouvent autour de cette table.
C'est pour ça que l'idéal serait ce soir que nous nous abstenions pour cette délibération. J'ai fini. Madame Bassègue. Bonsoir à tous. Alors, juste quelque chose qui me tient à cœur, c'est qu'on respecte les gens dans cette enceinte. Juste ça, parce que ça devient très pénible d'avoir des invectives, des insultes. Juste ce que je demande, dans un premier temps, qu'on respecte juste les personnes qui prennent la parole, parce que les choses, vous les dites, mais il y a les manières de les dire. On n'est pas obligé d'insulter quelqu'un sur son physique voilà, on peut parler très calmement et dire les choses. Je pense que les gens qui sont ici seront tout aussi réceptifs. Moi, je fais confiance aux Rissois sur leur manière d'être réceptifs et de juger les choses, et pas sur les invectives et les critiques. Et ça va pas nous aider à construire, comme M. Thébault l'a dit, tous ensemble. Parce que le but, c'est qu'on se construise tous ensemble. Une seconde chose, c'est qu'un budget, j'entends, hein, aucun d'entre nous qui sommes là se félicitons des comptes. Hein. Moi, je n'ai pas entendu M. Garcia dire bravo, super, l'équipe Rafali que je rejoins a fait un super, c'était super. Personne. Tout le monde a reconnu que gérer une municipalité, ça a des conséquences, c'est des arbitrages. Et je vous invite tous, conseillers municipaux, vous allez tous avoir les arbitrages budgétaires à faire bientôt à la rentrée, et vous allez voir comme c'est compliqué de maintenir un niveau qui est déjà existant sur une municipalité. C'est maintenir la cantine, les dames de service. C'est maintenir un niveau de prestation pour nos personnes âgées. Et tout ça, vous allez être confrontés à ça. Et ça, c'est des choix. C'est des choix qui ont un impact. Et c'est des choix qui causent des dettes. C'est un choix. Nous avons fait un choix, puisque vous parliez de nuances politiques. Eh bien, à gauche toute, on a fait à gauche toute. Donc, on a protégé tout ce qui pouvait être protégé pour les Rissois. On aurait pu faire mieux, parce que c'est ce que vous nous reprochez, on aurait pu faire mieux, comptablement, certes, mais aussi en termes de politique publique, parce que vous avez parlé du risque d'avant. Donc j'espère qu'on ne va pas avoir le risque d'avant, mais on va avoir le risque du futur, et qu'on ne va pas retourner en arrière, parce que ça me ferait mal, tout simplement pour les jeunes qui ne sont pas du tout connectés à nous, qui vivions avant Rissangis. Ils ont leur Rissangis, celui du futur, et on va leur créer tous ensemble. Et c'est ce que vous allez vous atteler à faire, je pense, sur ce mandat-là. Et on va vous accompagner autant que faire se peut sur vos propositions, tout ce que vous allez mettre en place. Mais c'est des choix. Et je veux que tout le monde ici entende qu'on a fait des choix politiques. Donc les mercredis apprenants, ça coûte cher, mais c'était un choix. Plusieurs fois, les services nous ont dit, pour les Rissois, les mercredis apprenants, vous êtes sûrs, la gratuité, vous êtes sûrs, on veut, il faut faire payer. Eh bien, nous, on a tenu coûte que coûte en disant, on ne fait pas payer les mercredis apprenants. On a mis en place d'autres dispositifs sur lesquels on a essayé de diminuer au minimum nos dépenses, mais nous ne pouvions pas parce qu'on voulait un niveau de prestation. C'est une ATSEM par classe, c'est un choix municipal. Maintenant, à l'heure où au Sénat, on est en train de parler de savoir si on laisse des CCAS ou pas dans des villes, ça aussi, ce sera des choix. Parce que si on veut faire des économies dans une ville comme la ville de Rissorangis, avec la démographie qu'on a, avec le taux d'endettement par habitant, vous verrez si on va maintenir un CCAS dans une ville comme Rissorangis quand on veut à tout prix faire des économies. Et là, je vous le dis, et de manière très solennelle, c'est des choix. Et je vous invite, et on est dans les commissions, tu me diras, Séverin, si je me trompe, on n'a pas essayé d'être dans la vindicte, on a essayé d'être constructif. Monsieur Thébault, vous étiez là aussi, on a juste posé des questions. C'est tout. Merci beaucoup. Madame le maire, je voudrais, s'il vous plaît, rebondir. Juste pour rebondir, Madame Bassègue, l'idée, c'est surtout de faire différemment, toujours pour les Rissois, toujours en faveur des Rissois, mais différemment. Par exemple, vous avez parlé des jeunes. Vous avez parlé des mercredis apprenants. Les mercredis apprenants qui sont en grande partie financés par les cités éducatives, réussite éducative. Mais, alors attendez, mais laissez-moi terminer. C'est grave ça. Vous avez parlé des jeunes
avec notamment les mercredis apprenants. Et à l'intérieur, vous connaissez donc Pythagore Éducation. On peut systématiquement prendre des exemples sur tout. L'idée n'est pas de faire payer tout. L'idée est de répartir intelligemment les dépenses. Par exemple, quand je vois 100 000 euros qui est donné à Pythagore Éducation pour colorier des t-shirts en bleu, je me dis qu'on peut quand même faire différemment. Et vous connaissez mon combat pour l'égalité des chances, vous connaissez mon combat pour l'éducation. L'idée n'est pas de rendre payant. L'idée est d'avoir un réel impact pour permettre aux jeunes de Rissorangis de s'en sortir, mais en gérant différemment les finances. Madame Boisseau, vous vouliez simplement ajouter un mot. Madame Bassec, j'entends ce que vous dites et je suis entièrement d'accord avec vous. On parle de respect, mais j'entends des commentaires de la part de certaines personnes ici, de votre côté, pas dans le micro, concernant certains collègues, autant des mammouths, j'ai bien entendu, une buse, bref, peu importe. Le respect, il est dans les deux sens. Et là où je vous rejoins, Madame Bassec, c'est que quel que soit le côté, on est tous là pour une chose, pour les Rissois. Et c'est ça qui nous a habitués pendant toute cette campagne. Donc, venir parler de respect, le respect, il est dans les deux sens. Parce que mammouth, du temps des mammouths, j'entends depuis tout à l'heure, c'est parce que vous n'avez pas les micros, messieurs, qu'on ne vous entend pas parler, en fait. C'est juste que je voulais souligner dans les deux. Je peux- Madame, Madame le maire, Monsieur Merceka, vous n'avez pas la parole. Monsieur Rafali. Madame, Monsieur Rafali, vous souhaitiez prendre la parole. Juste sur des choses qui peuvent paraître marginales par rapport au débat budgétaire, mais c'est l'intervention de M. Thébault qui m'y fait penser. Chaque fois qu'il y a eu un programme de construction de logements à Rissorangis, à peu près 70 à 80 logements par an, si on examine le développement de notre ville sur les 10-15 dernières années. C'est à peu près ça la moyenne, ce qui a permis une poussée démographique progressive mais raisonnable. Aujourd'hui, selon l'INSEE, on est à 32 000 habitants. À chaque fois qu'il y a eu un programme immobilier nouveau, il y a eu des stationnements de demandés. Vous avez une place et demie par construction. Ça, c'était la règle. Là où on a des difficultés de stationnement, je vois bien que c'est un débat qui a beaucoup animé la campagne, et c'est normal parce qu'il y a des vraies difficultés identifiées, c'est que vous avez un certain nombre de programmes immobiliers des années 60-70, et notamment en cœur de ville, qui, eux, ont été construits sans stationnement du tout, ce qui crée de facto, et de façon mécanique, une tension sur l'espace public. C'est ce qu'on a vécu au Moulin à Vent. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. Il ne faut pas diffuser là aussi de fausses informations. Ce n'est pas les programmes nouveaux qui ont généré des difficultés de stationnement. Hein, par exemple, à la ferme du Temple, vous avez une place par appartement. C'est trop peu dans une résidence qui fait 800 logements. Je ferme là. On pourra avoir ce débat. La deuxième chose, c'est que qu'est-ce qu'on a fait? Par exemple, sur l'accueil des enfants, on a eu une poussée démographique importante à Rissorangis dans nos écoles, dans les maternelles et dans les primaires. On a aujourd'hui une capacité d'accueil de ces enfants dans les 14 écoles qui sont les nôtres. D'ailleurs, pendant les mandats auxquels vous faisiez référence, on a construit une école nouvelle, l'école d'Érida, qui est la plus grosse école de la ville. Ce sont des investissements réels qui permettent à cette collectivité de vivre correctement. Je rajoute d'abord, et ensuite, c'est que en plus de la poussée démographique, on a aussi géré le dédoublement des classes, puisque comme vous le savez, dans notre ville, les grandes sections maternelles, les CP et les CE1 sont dédoublées. Et donc, on a aussi géré cette obligation bâtimentaire. Là où je rejoins le débat budgétaire, et je pense que si vous ne voulez pas augmenter les impôts, et si vous ne voulez pas toucher au service public, ce que j'entends là, moi, je demande à voir, et on peut vous croire a priori. A priori. Je pense que la seule, et c'est ce à quoi vous faites référence, Monsieur Thébault, à l'âge d'or de Rissorangis, c'est de valoriser le foncier qui peut générer à la fois de l'emploi et des recettes fiscales nouvelles. Ça, ça pour moi, donc on verra quels sont les prospects que vous nous présenterez et là où vous les localisez, mais c'est la vraie piste qu'il faut absolument examiner
le plus rapidement possible, puisque quand l'usine LU Danone fonctionnait et quand l'hippodrome était ouvert pour le champ de course, on avait des recettes fiscales mécaniques chaque année. C'était, je crois, 25 millions de francs par an pour l'usine. Évidemment, on s'est cru riche pendant extrêmement longtemps. Et d'ailleurs, cette ville s'est développée avec cet argent. Et comme on avait concentré la principale de notre recette fiscale dans un grand compte, je crois que c'était 40% de notre taxe professionnelle de mémoire, ben évidemment, quand c'est parti, et c'est parti vite, en quelques mois, quand l'appareil industriel a été délocalisé dans les pays de l'Est, effectivement, ça a été un coût terrible pour cette ville. Et depuis, on a du mal à faire les développements. Je ne reviens pas sur tous les dossiers qui ont été examinés sur l'hippodrome et sur l'U, c'est une autre histoire. Mais je pense que la vraie piste, c'est celle-ci, valoriser le foncier. On a évoqué les terrains au cours du conseil municipal précédent en bord de Seine. Là aussi, il y a un gisement qu'on peut utiliser. Et puis les fonciers en entrée de ville au nord, à la sortie de l'autoroute A6. Donc là aussi, et je le répète, s'il y a des projets de cette nature en gestation, nous on sera là pour l'examiner sérieusement parce que c'est, à mon sens, une des pistes sérieuses pour créer des marges de manœuvre supplémentaires dans notre budget communal. Juste, j'aimerais quand même être très précise sur certains points. Le dédoublement des classes, c'est pas la commune qui l'a décidé, c'est l'État. Pour les QPV, donc ça vient de l'État et c'est à une échelle nationale. C'est pas une commune qui décide de dédoubler les classes, hein, que voilà, c'est l'État pour avoir travaillé au ministère de l'Éducation nationale. Ce que vous dites, voilà. Sur les parkings, vous le savez, on a aussi arrêté des opérations immobilières qui étaient prévues par la précédente municipalité et qui ne comprenaient pas de parking. Donc, j'entends, et toutes les villes sont confrontées à ça, aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule voiture par foyer, bien sûr. Mais quand on se projette et qu'on continue à valider des opérations immobilières à Ris-Orangis sans parking, notre devoir est de dire stop. Et en parallèle, je comprends et je pense que la majorité qui m'accompagne comprend également la souffrance des Rissois qui cherchent une place après le travail, qui doivent même partir plus tôt pour essayer de trouver une place parce qu'on a une seconde difficulté. Et j'en ai parlé lors des réunions de quartier, vous savez que je fais, c'est que on a le parking à Ris-Orangis qui est entièrement gratuit partout. Donc, on attire Grigny, on attire les villes voisines, alors qu'on pourrait développer ce que font également les villes voisines. Un système de macarons qui rendrait le parking gratuit uniquement pour les Rissois. L'idée, c'est de dégorger notre ville. Et puis les friches, de toute façon, vous savez, on n'a pas attendu des leçons qui n'ont pas été appliquées depuis des années, ça fait partie de notre programme. On se contente d'appliquer notre programme, rien que nos programmes pour les Rissois. Monsieur Miranda, vous souhaitiez prendre la parole. Oui, bonsoir à tous. Moi, je m'amuse un peu de ce qui se dit du côté de l'opposition, parce que nous, on a fait la campagne, c'est passé, et du coup, là, on est dans le travail, et dans un très gros travail pour améliorer le quotidien des Rissois. Et moi, je trouve que vos très, très nombreuses années à la tête de la commune, à défaut de vous avoir appris à la gérer, vous ont appris à manier vraiment l'enfumage politique. Parce que là, ce que vous nous dites, une fois qu'on a débattu et qu'on a sorti tous les chiffres, c'est que les chiffres veulent rien dire et que ce qu'il faut, c'est qu'on ait des tonnes et des tonnes encore de chiffres pour avoir un rapport encore plus complet, pour encore noyer les responsabilités. Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à avaler. Et étant élu à la communication en charge notamment de rendre les politiques publiques plus transparentes, j'ai du mal à voir comment on va pouvoir être plus transparent en noyant les Rissois comme ça, sur des tas de nombres sans être dans la pédagogie et dans une forme de didactique. Et puis ensuite, moi, il y a certains éléments comme ça qui me choquent un peu, c'est-à-dire que vous permettez d'avancer des insultes quand même, parce que depuis tout à l'heure, on a eu le droit à mensonges, fausses informations, et on a eu le droit à toutes ces accusations comme ça en boucle, et c'est pas la première fois que dans un conseil municipal, on a le droit à ces choses-là. Même dans la presse, on a eu le droit à méthode de l'extrême droite ou de la giga-droite ou de l'ultra-droite ou que sais-je encore.
Ces choses-là, d'abord, elles sont insultantes et surtout, ces accusations-là, elles retombent sur nous, et après, vous vous permettez de dire ces choses et ensuite vous venez jouer les arbitres des élégances en train de dire: «Il faudrait qu'on soit, plus patients les uns avec les autres, qu'on s'écoute, qu'on se respecte». Mais, il y a pas que la forme, hein, il y a le fond aussi. C'est-à-dire que quand sur le fond, vous nous dites qu'on est dans le mensonge et qu'on est en train de manipuler les Hérissois et puis après vous permettez d'aller faire les critiques que vous faites et de tenir les propos que vous tenez, pardon, dans les médias. Parce que on sait ce qui s'est dit, on a lu ce qui s'est dit dans la presse, et ensuite vous venez nous dire, et dans les communiqués aussi accessoirement, et ensuite vous venez nous dire, il faut s'écouter, il faut être patient, il faut construire ensemble. Non, pardon, vous avez eu le temps de construire les choses, vous avez un comportement qui n'est pas un comportement honnête. Vous nous dites qu'on est dans le mensonge tout le temps, vous avancez comme ça des accusations, et puis après, c'est pas de votre responsabilité, vous comprenez pas, qu'on puisse réagir, je suis désolé. Il y a quelque chose qui s'appelle l'honneur. Moi, quand on me dit que je suis dans le mensonge et que je suis dans des méthodes d'extrémistes et que je suis en train de manier des méthodes, absolument agressives, de désinformation, non, moi, j'arrive pas à le prendre bien et je tiens quand même à le dire et à mettre les points sur les i. Donc vous n'êtes pas les arbitres des élégances, pas les habits des élégances, et puis vous permettez aussi de faire des remarques sur la maturité des uns, et puis après venir donner des leçons. Mais je vous demande de vous faire plus discret, parce que vous avez eu le temps de mettre en pratique vos leçons quand même. Et maintenant, vous avancez comme ça, avec un ton très hautain et paternaliste et pédagogique comme ça, comme si vous étiez là pour nous apprendre les choses. Mais peut-être que vous pourriez avoir de l'humilité et avoir moins de condescendance et surtout à un moment assumer les responsabilités. Parce que j'entends que vous ne vouliez pas entendre la musique qui est avancée sur l'état des finances de la ville, mais il va falloir aller jouer du pipeau devant la préfecture alors, parce que c'est la préfecture qui nous dit que ça ne va pas. Alors vous pouvez dire aux Rissois que c'est une fantaisie, mais non, c'est les services de l'État qui nous disent que ça ne va pas, qu'il y a un danger, qu'il faut faire des changements. Donc vous pouvez dire qu'un budget, c'est pas de la comptabilité, que je sais pas, c'est de la poésie peut-être ou de l'art abstrait, mais non, un budget, c'est de la comptabilité, c'est des recettes, des dépenses et des choix politiques. Et les choix politiques que vous avez faits étaient mauvais. Et maintenant, il s'agirait d'assumer vos responsabilités. Voilà, merci. Merci beaucoup. Nous allons donc procéder au vote. Monsieur Rafali, je vous demande donc de sortir de la salle. Nous allons procéder au vote. Qui est pour? Vous votez pas votre propre budget? Donc personne n'est pour, c'est génial. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Nous passons maintenant au dernier point. Monsieur Rafali, vous pouvez rentrer. Personne qui vote pour, personne qui vote pour. C'est tout le monde. Oui, je sais. Bah, écoutez, monsieur Rafali, veuillez sortir de nouveau. Bah, non, mais tout le monde s'est abstenu, dont votre majorité qui défend votre budget. Donc, non, non, là, on a mis au vote le CFU. Bah, justement. Problème. C'est ce qu'on a dit dès le départ, Madame le maire, c'est-à-dire que c'est l'histoire qui est racontée autour qui nous dérange. Je vérifie juste un point. Défendre un budget pour ne pas le voter, c'est fort. Merci. On me dit, monsieur Rafali, veuillez sortir de nouveau.
On me dit qu'il faut obligatoirement pour la préfecture avoir au moins un vote pour, sinon le CFU ne passera pas. Donc c'est quand même assez exceptionnel que la majorité qui porte son budget ne le vote pas. C'est très très rare. Monsieur Rafali, veuillez sortir de nouveau, nous allons voter. C'est une personne de la majorité qui va voter. Oh, vous en faites pas, monsieur Merciaca, vous préciserez que vous ne votez pas votre budget. Ne vous en faites pas, monsieur Merciaca. On est tout bon? On remet au vote le CFU de l'ancienne municipalité. Qui vote pour? On est obligé de se sacrifier. Merci beaucoup à monsieur le maire adjoint. Merci. Il doit être rendu demain à la préfecture. Donc merci encore au maire adjoint. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Monsieur Rafali, vous pouvez rentrer. Nous allons passer désormais à notre dernier point de l'ordre du jour. Il concerne l'actualisation des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure, TLPE, applicable à compter du 1er janvier 2027. Pour cette délibération, il s'agit d'actualiser les tarifs applicables pour la taxe locale sur la publicité extérieure à compter du 1er janvier 2027. Pour l'année qui arrive, il sera procédé à la seule application de l'évolution du taux d'indice des prix à la consommation à compter du 1er janvier de l'année qui arrive, à savoir plus 0,29%. J'en profite ici également pour vous dire que nous procéderons au cours du mandat à une révision du règlement local de publicité, car la version n'est pas satisfaisante, notamment du point de vue des recettes. On pourrait avoir bien plus de recettes à travers cette taxe. C'est l'un de nos objectifs également. Cette révision sera bien sûr organisée dans les conditions prévues par les textes, avec l'ensemble des consultations nécessaires, notamment celles des Rissois et des différentes associations. Nous aurons également à cœur de limiter la pollution visuelle, notamment lumineuse, et nous devrons éviter que Rissois-Rungis devienne évidemment une ville pub. Cependant, je pense qu'il y a des optimisations à faire afin d'augmenter nos recettes fiscales sans s'attaquer aux ménages rissois qui paient déjà suffisamment. La taxe sur la publicité extérieure peut être un des leviers en plus de la dynamisation économique du territoire. Si elle est bien encadrée, bien gérée, en tout cas, on s'attellera à le faire. Nous pouvons désormais passer au vote, sauf s'il y a des observations. Allez-y. Oui, comme vous l'avez indiqué, peut-être Gilles, peut-être comme vous l'avez indiqué rapidement, le règlement local de publicité a fait l'objet d'une révision ces dernières années. C'est une procédure assez longue, un peu comparable en termes de temps à un plan local d'urbanisme. L'option que nous avions décidée et commandée aux prestataires qui nous aidaient à réaliser l'écriture de ce document très spécifique sur les questions des publicités dans l'espace public, c'était de réduire au maximum la pollution visuelle. Au maximum la pollution visuelle. C'était ça. Et je sais que, compte tenu de la réglementation, même quand on fixe cette exigence, on a encore des publicités sur l'espace public. Là, j'entends que vous faites un numéro d'équilibre entre recettes fiscales et autorisation de publicité. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse de comprendre. Et au moment où vous décidez de lancer une procédure, il vaut mieux que votre doctrine soit stabilisée. Donc, est-ce que vous pouvez être un peu plus précise sur vos intentions en la matière? Parce qu'encore une fois, nous, on pense, et d'ailleurs, c'était dans notre programme aussi, conformément à ce qu'on avait initié lors du mandat précédent, c'est qu'on allait au maximum des possibilités pour éviter la pollution visuelle qui enlaidit notre ville. L'objectif, je l'ai dit, c'est d'augmenter les recettes fiscales sans augmenter les impôts des Rissois et sans faire du tout pub. Donc on aura largement l'occasion d'en discuter. C'est pas le sujet de la délibération d'aujourd'hui. Le temps nous est contraint, mais le sujet n'est pas de faire du tout pub sur notre ville. Le sujet est quand même d'en faire un peu dans des endroits stratégiques qui ne permettent pas la pollution visuelle pour les Rissois. Le tout sans augmenter les impôts.
Oui, monsieur Melin. Non, excusez-moi. Oui, donc il y a une exonération à partir de 7 mètres, sur des histoires de surface, entre 7 mètres carrés et 12 mètres carrés. C'est des choses qui sont importantes, et pour avoir travaillé sur ce que monsieur le maire a dit tout à l'heure, sur ce fameux plan local. Oui, monsieur le maire, c'est comme les présidents, on est toujours président. Mais d'accord. Allez, ça va, ça va. Excusez le mammouth, excusez le mammouth. Donc effectivement, l'ensemble de ce travail-là qui est, et je ne vais pas rebondir sur ce que Stéphane Raffaly vient de dire, c'est qu'effectivement, c'est un travail de très très longue haleine, et de très longue haleine, en respectant à la fois les Rissois, les commerçants, et pour avoir travaillé sur ce sujet, il est important de se doter d'effectivement d'un soutien important, parce que entre-temps, la ville a bougé, et quand vous mettez un écran à l'intérieur d'une vitrine, eh bien, vous n'êtes plus soumis à justement ces fameux éléments. Et si vous pouvez regarder, quand vous mettez 4 écrans, hein, je vise personne, mais c'est des vraies techniques qu'il nous faut avoir à cœur, à la fois effectivement de respecter cette pollution lumineuse par les écrans. Vous verrez, c'est important, et qu'effectivement, il nous faut bien calculer ce que l'on veut exonérer, de façon que effectivement notre ville soit la plus jolie possible. Exactement, et c'est donc pour ça que je ne peux pas vous annoncer des mesures, puisque la concertation avec les Rissois n'a pas encore eu lieu. D'abord, on consulte les Rissois, d'abord on écoute les Rissois, et ensuite on fait. Et juste pour préciser, parce que j'ai entendu quelques questions, on a dû voter une deuxième fois pour affecter le budget 2025, le résultat 2025 à 2026, sinon on ne pourra pas avancer de notre côté. Donc voilà, on a été contraints. Voilà, donc je vous propose de mettre au vote cette délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Merci beaucoup. Le conseil municipal est levé.